11h30. Thierry Makambo échangé, hein? Makambo échangé pour Toyoki Binoba auditeur. 11h30, 13h30, 2h d'émission des ordres. Ozala Kit, Ozali Pet, Ozala Kakanabino. 085 210 11 11. De la Cour constitutionnelle, pendant que le président du syndicat national des magistrats, pendant que le bâtonnier Maître Koko Kayudi, pendant que le président de la CAGE, Maître Georges Kapiamba, s'installe, je voudrais juste, pour ceux qui sont... Je voudrais juste encore retenir votre attention avant l'émission sur la justice congolaise et état de droit. Le témoignage de Pacho Panda qui connaît Top Congo Bandeli à l'occasion de ce 19e anniversaire. Le mot de Pacho Panda, les caméras sont là, Pacho Panda. Joyeux anniversaire Top Congo, de Radio Panique à Top Congo. Nalingi na lobanabino que na travail na musala de Christian Komindenge azalelo Top Congo Komindenge zalelo azalaka nzoto mike azalaki na santo azanango lelo te il y a plus de 30 ans à Bruxelles ndenge oyokaki balobi ebandaki na ndaku na ye na Anderlecht ayeko koma na place lit na Bruxelles na Scarbeck bayebi Belgique et puis ayeki Kinshasa toya na enzela moko tokenda Verviers kosomba biloko na ye malembe tozola la chambre moko intercontinentale. Je vous dis que mokolo mususu Christian Carburant et Sila Bisso nganaye par manque ya mbongo. C'est-à-dire les gars a souffert. Il a réellement travaillé pour comment il a commis. Basangoyo kaka non. Fruit à travail ne pensa et fouta. Des fois, vous avez même bon, vous avez un journal pas préparer journal. Donc c'est un garçon qui a travaillé réellement. Bakambundi na mona bango bayan zoto mike azaki boyete. Thierry Kambundi wana. Zoto mike Christian moko zoto mike. Santo yazio on a Top Congo. Donc il a travaillé, il a bossé dur. Place Radio Eza, place Yazolala. Groupe électrogène Zozanga Mukomso Carburant. Le là commis boyesa la nga pasi. Moutalo bako non, ba pesa non, c'est faux archifaux. Soko sali, oko réussir. Natiki ana banga na sima ba konza minene. Ba otinde la invitation na boy. Merci. Merci beaucoup, Pacho Panda. On attend le procureur général près de la Cour constitutionnelle, Thierry Kambundi. Où est le procureur, M. Mukolo? Vous l'avez vu? Non, en tout cas, je ne l'ai pas vu, hein, depuis monsieur. Il est 14h passé de 20 minutes. Nous allons passer à la suite du programme. Justice, en vous demandant s'il vous plaît, puisque maintenant nous sommes à un nouveau panel, en vous demandant s'il vous plaît de faire le minimum de bruit, puisque nous allons passer maintenant à un sujet de taille. En attendant l'entrée et l'arrivée du procureur général près de la Cour constitutionnelle, M. Mukolo, nous allons parler de la justice congolaise, état des lieux de la justice congolaise. Est-il possible avec cette justice d'installer, comme le réclame le président Félix Tshisekedi, un état de droit en République démocratique du Congo? Alors, je vais demander à la technique vidéo de suivre chacun des intervenants de la gauche vers la droite. Je commence à gauche avec monsieur le procureur de la République Edmond Issofa. Il est aussi le président du syndicat national de la magistrature. Juste à côté, il s'agit du bâtonnier au barreau, Maître Koko Kayudi, que l'on connaît très bien, puisque récemment il a été parti au procès d'Idé 100 jours. Maître Willy Wenga, le avocat au barreau de Kinshasa Gombe, c'est le spécialiste de Top Congo FM en ce qui concerne les affaires juridiques, mais aussi le président de l'association congolaise d'accès à la justice, à CAGE en sigle, Maître Georges Kapiamba. Alors la question, et je demande vraiment à ceux qui ne participent pas à ce débat de sortir la salle et d'arrêter de, s'il vous plaît, parce qu'on a besoin de toute l'attention du public. Il est 14h passé de 20 minutes. Nous démarrons ce panel
rappelle avec une vingtaine de minutes de retard. Justice congolaise et état de droit, est-ce possible? Quand on sait que l'article 1er de la Constitution de la RDC est dans ses frontières du 30 juin 1960 un état de droit, quand on sait que l'article 11, postulat constitutionnel, dit que tous les Congolais naissent égaux et dignes en droit, quand les articles 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24 rappellent les droits fondamentaux de chaque Congolais, est-ce qu'il est possible, ce sera ma première question à chacun de vous, avec, s'il vous plaît, Maître Willy Wenga, votre expertise juridique pour éventuellement corriger, non pas corriger, mais préciser les propos tenus par les uns et les autres. Est-ce qu'il est possible, chers invités, on va commencer par le président du syndicat national de la magistrature, est-ce qu'il est possible, dans toutes ces conditions, en RDC, après tous les procès qu'on a vus, qui ont fait couler beaucoup d'encre, d'avoir des procès équitables où les droits de la défense sont respectés? Monsieur Edmond Issofa. Merci, Monsieur Christian, de l'invitation et de l'honneur que vous nous faites. Je tiens d'abord à préciser que je suis président du syndicat autonome. Syndicat autonome, oui. Autonome des magistrats de la République démocratique du Congo. La question telle qu'elle est posée au regard du thème, la justice et l'état des droits est-il possible? La réponse par rapport à la question, je dis que il est impossible. Il est impossible d'avoir aujourd'hui, il n'y a aucun pays au monde qui peut dire que... Allez, excusez-moi, s'il vous plaît, que ceux qui veulent tenir des conversations, messieurs de la presse, s'il vous plaît, en respectant beaucoup le travail, monsieur Pachopanda, s'il vous plaît, en respectant beaucoup le travail que chacun d'entre vous fait, mais s'il vous plaît, l'événement pour le moment, c'est l'actualité ici, c'est le panel. Je vous demande de ne pas faire de bruit dans le fond de la salle, s'il vous plaît. Merci beaucoup, merci d'avance. Monsieur Issofa, excusez-moi. Donc, je disais que par rapport au thème, la justice et l'état des droits, est-il possible? La réponse est claire, c'est que si nous jetons un regard de manière générale, je dirais, si nous prenons d'abord les termes état des droits dans son concept, tant juridique, philosophique et politique, il est impossible ou difficile d'avoir à 100% un état des droits. Mais j'estime que nous pouvons faire mieux et atteindre ou dépasser certains pays. Puisque si nous prenons la définition même du concept, c'est la prééminence du droit sur le pouvoir politique. C'est-à-dire que nous pouvons faire mieux que ce que nous avons aujourd'hui. Nous pouvons également faire mieux que d'autres pays, même au niveau de l'Europe et même au niveau de l'Amérique. Donc c'est possible que nous puissions faire mieux aujourd'hui et atteindre vraiment un état où il y aura la prééminence du droit, de la loi sur toute autre chose et toute autre considération. Donc c'est possible. Donc aujourd'hui ce n'est pas le cas? Je dis sincèrement que nous pouvons faire mieux pour dire simplement que, comme l'a dit et rappelé le président de la République et même mon syndicat, c'est que nous avons vécu des années durant des situations qui ont fait que l'état des droits a vraiment reculé en ce qui concerne l'administration de la justice dans notre pays. Donc, avec la volonté politique exprimée, j'estime que nous pouvons faire mieux qu'aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur le procureur Edmond Issofa, président du syndicat autonome. Merci d'avoir corrigé. Maître Koko Kayudi, vous êtes bâtonnier. Même question. Est-ce qu'il est possible en RDC de tenir un procès équitable où les droits de la défense sont respectés? Je voudrais d'abord, monsieur le Sakweno, vous remercier d'avoir bien voulu m'associer à cette sorte d'échange citoyen. Je voudrais remercier
les personnalités qui sont autour de cette table d'être là. Est-il possible d'avoir des procès équitables en RDC? La réponse est affirmative. Si vous voulez mélanger justice congolaise, état de droit, procès équitable, je crois que vous risquez de faire un peu fausse route, parce que tous ces concepts peuvent être confrontés à la réalité pour prendre la mesure, si vous voulez, de l'administration de la justice dans notre pays. L'état de droit a quelques postulats qui sont importants. Vous avez eu à le rappeler avec justesse sur la question de l'égalité de tous devant la loi, mais c'est aussi et essentiellement la primauté, n'est-ce pas, de la norme sur le tout, la soumission des gouvernants et des gouvernés à la loi. Cela est essentiel parce que l'aspect administration de la justice dans lequel se retrouve la notion de procès équitable, dont on peut par ailleurs tout à fait disséquer ici pour voir quels sont les paradigmes ou les composants du procès équitable, tout cela est un aspect, n'est-ce pas, de l'état de droit, mais n'est pas en entier l'état de droit. Si donc l'administration de la justice, si vous voulez, est le baromètre justement de l'état de droit, dans la mesure où justement la justice permet de pouvoir rétablir l'ordre social, de veiller à l'équilibre social en disant le droit, il en est un aspect. Est-ce qu'au Congo on peut avoir des procès équitables? Eh bien absolument oui. D'ailleurs la pratique judiciaire congolaise, sous réserve de quelques exceptions, est marquée par le procès équitable, c'est-à-dire un procès dans lequel les règles de procédure sont appliquées, un procès dans lequel la défense est assurée, et c'est important de le rappeler ici, s'agissant de la profession qui est la mienne et la profession que j'exerce, un procès dans lequel la défense est assurée, je l'ai dit, un procès dans lequel finalement les juges tranchent en ayant égard aux lois. Le font-ils bien ou à la satisfaction de la population ou du public? C'est une autre question. Devraient-ils le faire mieux qu'ils ne le font aujourd'hui? Je pense que c'est également possible, mais c'est précisément ces questions, je pense, que nous aurons l'occasion d'aborder dans le cadre justement de ce panel. On verra justement comment la magistrature s'organise avec le syndicat autonome des magistrats. Le font-ils bien? On évoque malheureusement encore la corruption en milieu judiciaire. Le font-ils bien? On évoque les conditions de vie qui sont peut-être aussi facteurs de corruption. Les carences aussi de certains magistrats et de la loi, parce que question a été récemment posée sur est-ce que la loi est adaptée en République démocratique du Congo à l'évolution mondiale. Maître Willy Wenga étant notre conseiller maison, à ce stade, je ne lui poserai pas la question. Par contre, à vous, président de la CAGE, Maître Georges Kapiamba, je pose la même question qu'au précédent. Est-il possible de tenir procès équitable où droit de la défense est respecté en République démocratique du Congo? Merci Christian, merci surtout pour l'invitation à cette émission importante pour la construction de notre société. Quand vous organisez ce genre de débat, ça permet à la fois de diffuser les droits, mais aussi de susciter l'intérêt aux droits et provoquer l'aspiration et la recherche d'un état de droit et de la justice indépendante, principalement dans les jeunes qui nous suivent. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui, dans notre pays, de penser à un procès juste et équitable? Mais avant d'y arriver, je voudrais quand même rappeler quelque chose d'important.
c'est que les Congolais et les Congolaises, nous avons, à travers notre constitution en vigueur de 2006, dit que, proclamé dans les préambules comme à l'article 1er, que nous avons décidé de construire au cœur de l'Afrique un état de droit démocratique. Cela veut dire que nous avons compris que pour devenir un État fort, avoir une gouvernance qui assure la sécurité de tous, qui assure le bien-être de tous, qui permet de concourir à la réalisation de l'intérêt général, il nous faut construire cet État de droit avec comme maillon important une justice juste et indépendante. Et donc, la mission, comme nous le savons, de dire le droit, d'administrer la justice, est révolue dans notre Constitution, dans d'autres lois, à la justice, au pouvoir judiciaire, aux cours et tribunaux. Est-ce que dans leur état structurel aujourd'hui, fonctionnel, ces structures, parquets, tribunaux, cours, sont-ils capables d'assurer un procès juste et équitable sans oublier d'autres intervenants, les barreaux? Nous disons oui, parce que nous avons des magistrats, des hommes et des femmes qui sont formés, dont la plupart ont déjà une expérience dans la conduite des procès, des gens qui savent comment équilibrer les débats, comment faire en sorte que si vous êtes au parquet, assurer une instruction à charge et à décharge jusqu'à ce que le procès soit fixé, qui savent que lorsque quelqu'un est arrêté et mis en détention préventive, les lois imposent à ce qu'après 5 jours, qu'il soit présenté devant un juge pour confirmer sa détention préventive, et chaque période après, telle que fixée par la loi, il faut le présenter pour prolonger. Et que lorsque le procès doit commencer, il faut notifier à toutes les parties qui sont intéressées pour que chacune d'elles qui est intéressée vienne présenter ses moyens, défendre ses intérêts. Et s'assurer aussi que les parties ont le droit ou bénéficient juste du droit de se défendre elles-mêmes ou d'être assurées ou d'être accompagnées, assistées des avocats de leur choix. Alors, tout cela est fait, le cadre est là, les hommes et les femmes sont là, mais il y a des pesanteurs aujourd'hui, des obstacles qui font que de temps en temps, ou dans la plupart des cas, les procès ne sont pas équitables. En attendant qu'on passe à d'autres étapes, je voudrais signaler ici, relever le problème, par exemple, des personnes qui sont interpellées, arrêtées et détenues par des services de sécurité. Ces personnes, vous savez, quand nous parlons du procès équitable, il faut qu'on se mette cela en tête, que le procès équitable doit censé être compris comme devant commencer à partir du moment où la personne est interpellée. Mais les conditions dans lesquelles la plupart des personnes sont interpellées, détenues, auditionnées et détenues au niveau des services de sécurité ne respectent pas les principes d'un procès équitable. Et lorsque les gens sont envoyés en prison, nous constatons dans beaucoup de procès qu'il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui comparaissent devant les juges sans avoir des avocats pour les assister. Les barreaux essaient de faire quelque chose, mais nous observons beaucoup de procès, principalement dans nos prisons, nous constatons qu'ils comparaissent seuls. Donc, bref, je peux dire que c'est possible, mais il y a encore des pesanteurs, des obstacles sur lesquels nous pourrons revenir, sans oublier ce que je venais d'épingler, les arrestations qui sont opérées de plus en plus aujourd'hui par les services de sécurité, mais aussi par la justice militaire au niveau principalement des auditorat. Maître Willy Wenga, Edmond Issofa a dit que c'était possible, mais c'était surtout possible de faire mieux. Maître Koko Kayudi a parlé... Pour Maître Koko Kayudi, c'est possible. Pour Maître Kapiamba, c'est possible parce qu'il y a des lois et des hommes, et ce, malgré les pesanteurs. Mais le constat est-il
comme le pensent beaucoup, que c'est difficile de tenir procès équitable où droits de la défense sont respectés? Je pense que, M. Christian, l'essentiel ici, et par rapport à nos invités, c'est de comprendre d'abord le postulat constitutionnel. Et lorsque vous regardez la Constitution, vous allez vous rendre compte que la Constitution a été directe. Il a dit que la République du Congo est un État de droit. Et ici, la question fondamentale est celle beaucoup plus de savoir si, au regard, c'était même ça l'idée principale par rapport à ce panel, est-ce qu'au regard de tous ces cas prévus, la Constitution comme postulat en termes de l'état de droit, par rapport à tout ce qui s'observe, et là, la CAGE peut toujours encore nous repréciser, par rapport à tout ce qui se passe comme procès, par rapport à tout ce qui se passe comme interpellation, est-ce qu'aujourd'hui, partant de ce postulat-là, par rapport aux droits fondamentaux, tels que garantis par la Constitution, on peut dire aujourd'hui que ces postulats indicatifs de la RDC comme état de droit l'est effectivement par rapport à ce que nous avons déjà observé comme exercice de la manière dont la justice devrait fonctionner par rapport à ces cas pratiques de procès. D'une part, et d'autre part, par rapport aux acteurs, par rapport à la matière, par rapport à la manière. Est-ce que peut-on dire aujourd'hui, depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, je pense que c'est 16 ans déjà, est ce postulat-là de l'état des droits fait du surplace, où ça évolue, où ça recule? C'est ça la préoccupation. Et c'est la question que je vais poser à vous, monsieur Edmond Issofa. Oui, en fait, je voudrais d'abord préciser, je crois que Maître Willy Wenga a essayé un peu de recadrer la question. Mais ce que j'aurais aimé dire, puisque l'état des droits ou même les procès équitables n'est pas seulement l'affaire d'un seul acteur, c'est-à-dire magistrat. C'est l'affaire de beaucoup de personnes et de beaucoup, c'est pratiquement l'affaire de tout le monde. Magistrats, avocats, huissiers de justice et même au-delà du concept même politique de l'état des droits, du pouvoir politique. Alors maintenant la question c'est pratiquement ce que vous nous demandez, si je dois tenir compte de la question telle que vous venez de poser à la suite de l'intervention de Maître Willy, c'est pratiquement de voir depuis 2006 et de l'analyser, en fait, d'analyser l'état des droits par rapport à la Constitution de 2006. J'ai dit que nous avons commencé quelque part, nous avançons avec les obstacles, mais avec ces obstacles qui ne sont pas insurmontables si tout le monde mettait la main dans la pâte, c'est-à-dire tous les acteurs qui sont concernés par l'état des droits, et donc nous pouvons faire mieux et aller de l'avant. Je crois que lors de la dernière émission à laquelle j'ai été convié devant vous, il était question de faire un état des lieux. J'ai fait comprendre d'abord en ce qui concernait l'appareil judiciaire, donc le pouvoir judiciaire. Depuis 2006, il a fallu attendre 10 ans, 15 ans après, non je crois 10 ans, non 15 ans effectivement après, pour avoir toutes les lois, par exemple, d'organisation du pouvoir judiciaire. Là, ça posait problème et c'était un retard par rapport à ces postulats de l'installation effective de l'état de droit. La Constitution est votée en 2006, les lois, la première loi n'est venue qu'en 2008, la deuxième, si je me trompe, sur le Conseil d'État, sur l'éclatement de la Cour suprême de justice, est venue après, et ainsi de suite. Au jour d'aujourd'hui, par exemple, jusqu'au jour d'aujourd'hui, par exemple, toutes les juridictions de l'ordre administratif ne sont jamais installées. Les tribunaux de paix ne sont pas installés. Donc, pour faire une bonne analyse par rapport à ces postulats de l'état des droits partant de 2006, je crois qu'il y a à faire et nous devons nous investir pour que cela aille de l'avant. Donc, tout ne doit pas se limiter simplement au jour d'aujourd'hui
en analyse des quelques procès qui ont eu lieu, mais cela doit être vu de façon globale sur le fonctionnement même de la justice et même de l'état des droits au regard des éléments pouvant aider sa mise en place. Donc voilà, en fait. Donc je crois qu'il faudrait apprécier les choses de façon globale, ne pas simplement se limiter à quelques procès. Je crois que là, faire cela, ça sera une erreur extrêmement grave. Donc on ne peut pas dire à ce stade que l'on évolue vers l'état de droit. Non, j'ai dit simplement, on évolue. Mais on évolue. Mais on n'a pas encore atteint la vitesse des croisières telle que les constituants de 2006 l'ont voulu. 16 ans plus tard. Bien sûr, puisque je vous donne l'exemple de juridictions administratives qui ne sont jamais installées. Vous prenez les cas de tribunaux de paix qui devaient être installés dans chaque territoire. Au jour d'aujourd'hui, il n'y en a pas assez. Donc, au niveau même du personnel, il se pose également cette question. Et vous avez relevé également les problèmes des conditions de travail et même des infrastructures pouvant abriter justement ces éléments. Donc, je crois que nous ne faisons pas du surplace, nous avançons, mais on peut faire mieux et aller plus vite. Maître Koko Kayo dit, mais même si M. Edmond Issoufa dit que cela ne peut pas vraiment nous servir de baromètre, les procès en cours, le Congolais lambda n'étant pas toujours au fait des choses du droit, les procès en cours peuvent être une indication. Est-ce que ces procès qui ont des prononcés revus en appel, qui arrivent à des acquittements même à d'autres juridictions, ne sont pas l'exemple même de la difficulté de l'application de cet état de droit ou de l'application juste et correcte de la justice? Écoutez, d'abord, les devoirs de ma charge m'interdisent tout commentaire de commenter les procès en cours, mais croyez-moi que je ne veux pas avoir d'échappatoire pour faire le constat qui est quand même assez implacable. Je crois qu'il faut distinguer les choses. Dans l'absolu, la question de l'état de droit, le cadre juridique général, il est fixé. Nous n'avons probablement pas voulu, à l'entame de cet échange, de mettre sur la table le constat de la pratique au quotidien qui permettent d'affirmer ou d'infirmer si oui ou non on est dans un état de droit. Car en réalité, il ne s'agit pas d'une situation stable. Il s'agit des avancées, des progressions qui permettent au final d'évaluer le niveau atteint pour savoir si véritablement nous sommes dans l'état de droit. Je remercie Maître Wenga qui nous donne un peu le fil conducteur finalement du panel, parce que si vous dites oui ou non il y a état de droit parce qu'il y a 2, 3, 4 procès qui se tiennent, je crois que c'est assez réducteur. C'est assez réducteur. Le pays, bien avant 2006, avait toujours une justice, sans doute, qui a énormément de difficultés à pouvoir être administrée et bien rendue, mais il demeure qu'il y a une justice. Je voudrais signaler, Maître Georges a abordé un peu beaucoup les aspects liés à la justice pénale. N'oublions pas qu'il y a la justice civile, il y a la justice commerciale et il y a la justice sociale. Tout cela existe. Maintenant, le citoyen lambda dont vous parlez et qui en fait voit les procès par moment à la télévision et se fait une opinion de la manière dont cette justice-là est administrée, est-ce que ce citoyen se trompe-t-il ou pas? Non, mais je ne pense pas que ces citoyens se trompent, parce qu'il y a quand même des indicateurs qui tendent malheureusement à mettre un peu un frein à l'avancement de l'état de droit, et nous ne devions pas avoir peur de les aborder. Le président de la CAGE a abordé la question de pesanteur et des obstacles. Le procureur vient de vous parler d'un certain nombre de problématiques qui sont réelles, hein, sur le plan de l'arsenal juridique, sur le plan du fonctionnement de la justice.
elle-même. Et on peut rajouter sur cette liste. Je signale que les derniers états généraux de la justice, vous voudrez bien me corriger si je me trompe, ont été organisés sous le ministre, je crois, Tamboué. Nous sommes en 2015. Et il y a un document de travail qui a été produit sur la réforme de la justice. Nous sommes en 2015. Ils n'ont jamais été appliqués. Mais on doit vous dire, comme praticien, que nous sommes au regret de constater que ce document qui aurait pu servir en réalité de feuille de route pour essayer de pousser notre justice, malheureusement, si vous le prenez et vous commencez à l'examiner point par point, nous sommes encore loin de pouvoir être dans une véritable réforme de la justice. Parce que c'est une question systémique. Et c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas regarder, poser le problème, si vous voulez, à l'aune d'un certain nombre de procès que nous avons, si nous voulons avoir effectivement une véritable appréciation de l'état de droit ou pas. Et s'agissant de ces procès dont on parle tant, ce qui est intéressant de mentionner quand même, et je crois que cela est assez spécifique et mérite d'être souligné, c'est justement le fait que dans ce pays, nous sommes en mesure justement d'essayer d'avancer, d'essayer de pousser surtout les dirigeants, les responsables politiques en premier, doivent se rendre compte que l'état de droit n'a pas de couleur, l'état de droit n'a pas d'âge, l'état de droit n'a pas d'opinion, l'état de droit n'a pas de sexe, l'état de droit s'impose à tous. Et je crois qu'aujourd'hui, si le pays peut avoir des grands procès, c'est aussi parce que je crois qu'il y a une conscience à un certain niveau les plus élevés des responsables politiques qu'il faut commencer par rendre la justice en haut. Parce que le sentiment finalement que l'on a, c'est que la justice, elle est faite pour les plus faibles, elle est faite pour les moins nantis, elle est faite pour le pauvre, et que les riches, ceux qui ont le pouvoir politique, économique, eux ne méritent pas d'être jugés. Donc je crois qu'il faut saluer, me semble-t-il, cette avancée. Maintenant, il ne suffit pas de rester au niveau, si vous voulez, de la figuration, au niveau, si vous voulez, du message un peu subliminal sur la question de l'état de droit. Il faut véritablement aller au concret. Et au concret, voilà, malheureusement, les problèmes nous rattrapent. Vous avez parlé de la corruption, nous en parlerons ici, parce que le bâtonnier national vient de sortir une circulaire. Et cela implique également le corps que je représente, c'est-à-dire les avocats. Si nous voulons parler de cette question, le procureur a parlé des conditions de travail. Oui, il faut ajouter les conditions de rémunération des avocats. Je signale que dans ce pays, jusqu'à aujourd'hui, il y a la justice qui s'administre sous les arbres. Et il y a des coins de la République qui n'ont pas de juges, qui n'ont pas de magistrats du tout. Il y a des coins qui n'ont pas de parquet. Il y a des coins où pour soumettre une question à une justice de paix, il faut circuler, il faut faire des kilomètres pour arriver à découvrir un juge. Donc il y a des vrais problèmes, si vous voulez, généraux d'accès à la justice. Et une question d'accès à la justice, ce n'est pas une question qui va se résoudre par les acteurs que nous sommes, parce que c'est une question de politique publique sur la justice, et il faut que ces responsables-là répondent. La question de pesanteur, bien sûr que c'est une réalité que nous n'allons pas nier, au niveau où notre justice est, et c'est pour cette raison que l'indépendance de la justice reste une véritable conquête. Et cette indépendance, elle ne va pas se donner. Il appartient aux acteurs du monde judiciaire de pouvoir travailler pour écrire en véritable lettre de noblesse les pages de l'indépendance de la justice, c'est-à-dire une justice qui doit être dite tout simplement en ayant la loi comme Bible. Un autre dysfonctionnement, le président Georges a parlé de la détention au niveau de services de sécurité des parquets militaires, mais figurez-vous que les responsables de ces services n'ont pas encore intégré le fait qu'à partir de l'instant où une personne est mise en détention, interpellée, cette personne a le droit de pouvoir être assistée, y compris au niveau des services de sécurité. Alors il suffit simplement que vous puissiez vous y rendre pour vous rendre compte que ce n'est pas encore intégré. Et c'est pour ça que quand le procureur parle d'une affaire de nous tous,
Il ne s'agit pas simplement d'une affaire de juristes, parce que souvent les responsables là-bas, ce n'est pas des juristes. Donc tout citoyen qui est interpellé mérite d'être assisté, même s'il est interpellé au niveau des parquets militaires ou des services de sécurité. Et à ce niveau-là, le constat est quand même assez implacable. Donc bref, nous avons effectivement une véritable aspiration à l'état de droit. Cette aspiration, elle est noble et dans l'absolu, il faut que nous puissions nous y inscrire. Après, il y a des questions de politique publique. Après, il y a la pratique judiciaire que nous devons absolument améliorer. Je termine, si vous permettez, sur cette question. Par exemple, la loi qui porte au statut des magistrats érige en faute disciplinaire le fait pour un magistrat de ne pas donner un avis ou de rendre sa sentence dans un délai déterminé, 10-15 jours. Mais le procureur qui gère un syndicat et qui a une longue expérience là-dessus peut nous dire combien de magistrats ont déjà été interpellés parce qu'ils n'ont pas rendu un avis en matière civile ou en matière pénale dans le délai des 10 ou des 15 jours. Pour aller dans votre sens, le ministre de la Justice de l'époque, 2015, Maître Alexis Tambwe Mwamba, déclarait d'ailleurs qu'il faudrait faire l'audit ou le suivi des décisions de justice parce que beaucoup sont uniques et ne répondent ou ne sont pas dans le sens du droit et donc certains magistrats peuvent aujourd'hui se sentir ou passer pour des intouchables parce qu'ils ne disent pas la justice et ils ne s'en portent pas plus mal pour autant. Merci, Maître Koko Kayodi, pour cette précision. Maître Kapiamba, alors c'était la question. Oui. Est-ce que l'on va... Mais Christian, beaucoup plus d'abord par rapport à Maître Georges. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on ne dit pas. Maître Willy Wenga. Lorsqu'on parle de pesanteurs, les pesanteurs sont de plusieurs natures. Ça peut être des pesanteurs humains, ça peut être moral, ça peut être financier. Il y a un mot qui vient souvent dans les milieux judiciaires. Par exemple, parce que lorsque nous parlons de la justice, ici, au regard du postulat, au regard même de la matière que nous l'avions abordée, c'est la justice judiciaire. Parce que, comme l'a dit M. le bâtonnier Koko Kayodi, il y a plusieurs sortes de justice. Il y a la justice distributive. Mais ici, nous sommes en train de faire presque, de jeter un regard sur l'apport de la justice judiciaire sur l'état de droit. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la justice judiciaire est un pilier de l'état de droit dans notre pays? Mais lorsque Maître Georges et même Bâtonnier Kayodi est revenu là-dessus, affirme qu'il y a des pesanteurs qui nous empêchent. Est-ce que Maître Georges Kapiamba peut-il prendre ce courage de tous les jours, hein? Bien sûr. Le courage de tous les jours de nous dire à quel niveau se situent ces pesanteurs. Et moi, je vous aide à dire, principalement au niveau, par exemple, de la corruption dans les milieux judiciaires. Et je me rappelle, nous étions ensemble encore à une des activités sur la lutte contre la corruption. Avec la PLC, oui. Avec la PLC. Et est-ce que vous pouvez nous dresser d'abord un tableau par rapport... On n'aura peut-être pas le temps des tableaux, mais votre question, Maître Willy Wenga, je le rappelle, a son importance. Ouais. Justice judiciaire, est-ce que magistrats, avocats, tous les acteurs de la justice, on reviendra dans la conclusion sur le rôle des gouvernants et des, comme disait Maître Koko Kayodi, de ceux qui ont la responsabilité des décisions. Est-ce que la justice judiciaire remplit sa tâche comme elle le devrait pour l'évolution? Est-ce qu'elle est un pilier vers l'état de droit? Des droits, oui. Maître Georges Kapiamba. Oui, merci. Je crois que je dois partir d'abord de ce que le procureur Issouf a mentionné, que la réalisation d'un état de droit doit être considérée comme une affaire de nous tous. Si nous voudrons qu'effectivement la justice, qui est l'un des maillons importants, un gage à la bonne gouvernance, à la sécurité qui doit être assurée à tous, sécurité morale, sociale, administrative, professionnelle, par les trichements de la justice, de sorte que lorsque vous êtes un employé et que vous êtes en conflit avec votre employeur, au lieu de recourir à la violence, vous êtes conscient, rassuré, que vous pouvez vous adresser à un magistrat, un juge,
qui va examiner votre litige et y réserver une solution conformément au droit, ça assure la sécurité et ça contribue à la consolidation de l'état de droit. Donc si cela n'est pas réalisé, n'est pas pris en compte, nous allons toujours continuer à parler, à scander les slogans état de droit. Alors, la justice judiciaire, comment peut-elle arriver à contribuer à la consolidation de l'état de droit? Maître Georges, la question du postulat est-elle possible? Oui, de savoir si elle peut... Est-elle possible? Bien sûr. D'ailleurs, c'est ça même sa mission. La justice, c'est elle qui doit assurer à tous les citoyens l'égalité d'accès aux droits, mais aussi l'accomplissement des devoirs de chacun. C'est elle, la justice, qui doit le faire. Et lorsque, dans une société, la justice ne sait pas établir cela, parce que les citoyens qui a un devoir, mais qui ne l'a pas accompli vis-à-vis de l'autre, est riche, ou bien appartient à un parti ou à un groupement politique qui est au pouvoir, à ce moment-là, la justice judiciaire ne saura plus accomplir sa mission parce qu'elle sera tout simplement rendue sur base de l'avoir ou sur base de l'appartenance politique. Et donc, il faudrait que notre justice, bien sûr, s'affranchisse de ces pesanteurs. Il a posé la question pesanteur, mais il y a d'abord pesanteur politique. Ça veut tout simplement dire l'ensemble d'injonctions, des pressions politiques fortes qui peuvent être exercées sur un magistrat pour le contraindre à donner une décision qui va dans le sens de satisfaire les donneurs d'ordre. Et qui nuit à l'indépendance du juge. Alors, à ce moment-là, c'est vrai qu'il y a cette indépendance. C'est l'appel maintenant que tous nous devons faire à ceux qui ont la mission de dire le droit, qui subissent tout le temps ces pressions pour dire résister, comme les bâtonniers, Coco l'a mentionné, que l'indépendance doit être considérée comme un état d'esprit parce que personne, aucun politicien, quel que soit son bord, ne pourra donner l'indépendance sur un plateau en or aux magistrats de parquet comme aux magistrats de siège pour dire « Mesdames et messieurs, vous êtes indépendants, vous pouvez faire ce que vous voulez ». Il faudrait qu'eux-mêmes prennent conscience du fait que cette indépendance, ils ne reçoivent pas d'un individu, mais ils reçoivent de la volonté des citoyens à travers la Constitution, parce que c'est proclamé dans la Constitution. Mais nous aussi, les citoyens, chacun dans sa sphère d'intervention, nous devons faire en sorte que, comme aujourd'hui, Top Congo organise cette émission, avoir tout le temps un regard sur les conditions dans lesquelles les hommes et les femmes à qui nous avons confié cette mission, de dire le droit, de nous sécuriser lorsque nous avons des litiges, dans quelles conditions ils travaillent. Est-ce qu'ils subissent des pressions? S'ils les subissent, nous devons prendre notre courage pour dénoncer. Parce que si nous ne le faisons pas, nous nous taisons. À ce moment-là, nous encourageons ceux qui font des pressions, ceux qui empêchent les magistrats de dire le droit conformément aux lois de la République, de pouvoir mieux résister. Mais cela ne peut pas aussi excuser les magistrats lui-même de démontrer d'abord sa capacité de résistance. Et voilà pourquoi la CAJ, nous encourageons toujours les magistrats à se regrouper dans des syndicats, comme des passerelles qui doivent leur permettre notamment de traiter de ce genre de questions, comme des questions de pression, échanger des expériences, prendre les bonnes pratiques auprès des autres magistrats, des autres sociétés de droits démocratiques. Comment sont-ils arrivés à résister à ces pressions, notamment politiques ou financières, pour rendre les droits conformément aux règles et savoir contribuer à la consolidation de l'état de droit. Merci beaucoup, Maître Georges Kapiamba. Alors, parce qu'il faut atterrir, la question c'est justice congolaise et état de droit, est-ce possible? On a beaucoup parlé des corruptions. On ne va pas y revenir.
C'est connu, c'est vécu, c'est du quotidien, même si la justice judiciaire doit assumer son rôle, même si, comme vient de le dire Maître Georges Kaperva, il faut que nous, auditeurs, nous, Congolais, en règle générale, fassions aussi pression sur cette justice judiciaire. Qu'est-ce qui doit être, ou à quoi doit-on s'attendre, ou qu'est-ce que les professionnels du droit que vous êtes peuvent donner comme conseil aux novices qui attendons tout du droit, sans qui ce pays ne pourra pas se développer? Parce qu'il faut souligner, la majorité des procès, démentez-moi si j'ai tort, sont du domaine du foncier. On peut investir dans une maison et s'en retrouver démuni par une décision inique de la justice. Qu'est-ce que nous, Congolais lambda, Maître Koko Kayudi n'a pas à relever cette expression tout à l'heure, devons attendre des politiques de cette justice judiciaire pour enfin espérer aller réellement vers cet état de droit où les Congolais seront égaux en droit et où on pourra être sûr que nos droits ne pourront plus jamais être bafoués parce que la justice nous viendra en secours et en aide. Et beaucoup plus, Christian, je pense qu'il y a deux corps, le syndicat de la magistrature et un bâtonnier, donc, qui représente le barreau. Beaucoup plus, quels sont les efforts en termes de thérapeutique à proposer par les SINAMAG, les syndicats autonomes des magistrats, par le barreau, ici représenté par le bâtonnier du barreau de Kinshasa Matete. Christian, je voulais vous préciser, il est bâtonnier du barreau de Kinshasa Matete. Quels sont les efforts à fournir par le barreau? Je sais que M. le bâtonnier vient d'une grande conférence de bâtonniers. Je sais qu'il a participé activement à ces travaux. Je sais que le syndicat autonome a été un grand invité à l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature. Qu'est-ce qu'on peut attendre du barreau? Qu'est-ce qu'on peut attendre des magistrats pour améliorer les questions qui se constitueraient en pesanteur pour qu'enfin et en définitive, la justice nous donne cette possibilité de croire et d'espérer à un état de droit? Bon, je pense que nous devons nous dire, et d'ailleurs ce que j'aime bien avec la Constitution de 2006, lorsque je sortais de l'université, c'était un principe général du droit, mais depuis 2006, c'est un principe constitutionnel, c'est-à-dire nul n'est censé ignorer la loi. Cela voudrait dire tout simplement que pour moi, et au regard de l'intervention du bâtonnier, je suis tout à fait d'accord que l'indépendance est une véritable conquête. L'indépendance du pouvoir judiciaire ou du magistrat, ce n'est pas l'indépendance du magistrat comme individu, c'est l'indépendance du magistrat pour une bonne administration de la justice. Cela voudrait dire simplement que ça doit être l'affaire de tout le monde. Tout citoyen connaissant ses droits doit se battre pour que la justice de son pays soit réellement indépendante et que les magistrats le soient. Tantôt, lorsque nous parlons des acteurs, et même en parlant de l'indépendance de la justice, ce n'est pas simplement le magistrat, c'est également tous les acteurs. Tantôt, vous avez fait référence à la corruption. La corruption exige pour sa réalisation deux parties actives, les corrompus et les corrupteurs. Imaginez-vous au jour d'aujourd'hui que les corrupteurs refusent de corrompre et que les gens se décident de se battre pour leurs droits. Je pense que ça serait un pas extrêmement important pour que les choses changent dans notre pays. On ne doit pas toujours attendre de l'autre quelque chose. On doit se poser la question de savoir si
soi-même, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les choses changent. Au jour d'aujourd'hui, il y a des porteurs de mallettes. Si les porteurs de mallettes refusaient de porter le mallette, celui qui attend le mallette ne les recevra jamais. Et aussi, puisque vous avez fait allusion aux droits fonciers, les magistrats ne confèrent pas les droits. Les magistrats constatent les droits. Si les services des affaires foncières dans ces pays, également là-dessus, on s'y investissait pour que les choses fonctionnent à merveille, je crois que déjà à ce niveau-là, les conflits fonciers diminueraient. Mais puisque, comme magistrat, je dois également répondre, puisque Maître Kaoudi a posé une question extrêmement importante, vous savez, les grands défauts du pouvoir judiciaire congolais, c'est son silence. Il y a des choses qui se font, mais puisque nous sommes la grande muette, nous ne parlons pas et la population ne sait pas ce qui s'est fait et quelles sont les condamnations qui sont prononcées en disciplinaire contre les magistrats. Ça, on ne le sait pas, alors qu'il y a une obligation. Sous d'autres cieux, par exemple, il y a des publications, même si on cache les identités, les noms, mais au moins on publie les décisions de justice. À ce propos, pourquoi vous ne le faites pas assez? Pourquoi c'est un problème posé par un journaliste responsable d'un média qui se plaint systématiquement, à l'instar d'autres pays, vous l'avez rappelé, pourquoi est-ce que la justice ne fait pas assez de publicité de ce qu'elle fait? Non, simplement puisqu'on n'a pas besoin de faire la publicité. Vous allez justifier les droits de réserve? Non, c'est-à-dire qu'on ne doit pas faire la publicité. Les droits de réserve n'excluent pas que le magistrat donne l'information et la bonne au niveau de la population. Et d'ailleurs, même au sein du Conseil supérieur de la magistrature, je crois qu'il est prévu qu'il y ait un porte-parole. Et pourquoi pas dans tout parquet pour que la population soit effectivement informée. Mais voilà. Les disciplinaires, en fait, c'est une procédure secrète qui ne doit pas être portée à la connaissance de tout le monde. Mais je vous dis que les choses se font et les choses sont en train d'être... Les choses bougent. Mais il y a un problème, un pesanteur également, puisque nous parlons en termes de pesanteur. Excusez-moi juste, je vous interromps, mais cette publicité, ce disciplinaire, serait aussi pour les autres récalcitrants ou les autres malfaisants un rôle pédagogique. Aurait un rôle pédagogique, oui, ce serait le moyen pour de montrer aux autres, si vous fautez, comme il y en a de plus en plus nombreux, vous tomberez sur... vous aurez l'opprobre sur vous, votre nom serait traîné, parce que être jugé par ses pairs, c'est... Oui, mais en fait, le problème, c'est celui-là. Au niveau du corps, au niveau du pouvoir judiciaire, les magistrats savent que les choses bougent et les sanctions sont prononcées et les magistrats sont au courant des sanctions prononcées. C'est par rapport à la population. On ne doit pas porter à la connaissance de la population par un communiqué X magistrat a été sanctionné. Je crois que cela n'est pas permis. C'est une procédure interne et elle est secrète. Mais puisque nous parlons en termes de pesanteur, savez-vous par exemple que ça fait bientôt 3 ou 4 ans que les chambres disciplinaires de magistrats ne sont pas budgétisées? Il n'y a pas de moyens. Les chambres disciplinaires ne fonctionnent pas, alors que la Constitution et même les lois organiques prévoient que ces chambres soient dotées des moyens pour pouvoir fonctionner. Mais si vous ne donnez pas, vous ne mettez pas les moyens à la disposition des chambres disciplinaires, comment voudriez-vous que ces chambres-là se déplacent vers le magistrat pour pouvoir les juger par rapport aux actes qui sont mis à leur charge? Ça également, c'est un pesanteur. Donc, je ne reviendrai pas sur d'autres éléments, mais je crois qu'il est possible d'avoir un état de droit fondé sur une justice judiciaire, mais comme je l'ai dit au départ, c'est une question d'investissement de tout le monde et d'une prise de conscience collective. La justice n'est pas l'affaire des magistrats, mais c'est l'affaire de tout le monde. Et il faut que la volonté politique exprimée soit accompagnée des actes palpables pour que les choses changent. Je vous donne un exemple simple, sur le plan strictement fonctionnel. Regardez toutes les institutions de la République, puisque le pouvoir judiciaire, c'est un pouvoir. Regardez simplement
où est logé le parquet général près la Cour de cassation. Regardez là où est logé le parquet général près les conseils d'État et même ces institutions-là. Vous verrez en fait l'importance qu'on donne à cette institution par rapport aux autres. Nul. Je ne reviens pas. Nul. Nous sommes à Kinshasa. Nul. Regardez, nous sommes à Kinshasa. Non, l'État est juste exécrable. Vous le dites vous-même puisque vous le voyez. Regardez simplement le parquet de Matete. Regardez le parquet d'Indjili. Nous sommes ici en pleine capitale. Regardez le parquet près les tribunaux de paix de Kinshasa. Vous voyez en fait l'image que la justice donne, et c'est en réalité, c'est que le politique congolais voudrait voir la population, voir de sa propre justice, puisqu'il n'y a aucune considération. Je suis chef d'office. Aucun véhicule de transport pour les magistrats, ni pour les chefs de juridiction, ni d'office. Pas de frais de fonctionnement. C'est-à-dire que les magistrats, lui-même, doit se doter des moyens pour pouvoir auditionner quelqu'un. Et même pouvoir aux moyens pour faire venir les justiciables. Je crois que la justice ne représente que ce qu'on veut que cette justice-là soit. Qu'on donne les moyens à cette justice pour qu'elle soit réellement changée. Tantôt, on a soulevé également le problème des carences des magistrats. Je veux bien qu'il y ait carence des magistrats. Nous avons, au jour d'aujourd'hui, si je ne me trompe pas... Monsieur le procureur, je pense que lorsque vous parlez de la carence de magistrats, il faut insister que cette carence, c'est à l'intérieur. Non, écoutez... Pas chez vous à la Gombe, non, pas du tout. Pas à Lubumbashi, pas à la carence, elle est générale, s'il vous plaît. Excusez-moi, maître Willy. Si nous devons prendre le standard international d'un magistrat pour 10 000 habitants, vous verrez que la Gombe, qui a 80 magistrats pour un ressort de plus ou moins 8 millions d'habitants, c'est absolument rien. C'est rien du tout. Donc, simplement pléthore par rapport aux infrastructures d'accueil, pléthore par rapport à l'intérieur du pays. Mais imaginez-vous, nous avons une population congolaise. Au jour d'aujourd'hui, si je me trompe, nous sommes dans les 70 millions d'habitants. Mais nous n'avons que moins de 3 000 magistrats. Comment voudriez-vous que les 3 000 magistrats, pour 70 millions d'habitants, couvrent tous les territoires nationaux? C'est impossible. Même s'il fallait couvrir tous les territoires nationaux, 3 000 magistrats seulement, on envisage d'en recruter 2 000, même 5 000, c'est encore rien. Donc, même là aussi, il faut sécuriser les magistrats dans leurs prestations. Vous avez vu ce qui s'est passé récemment à Inongo. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Donc c'est intolérable. Moi, syndicat de magistrats, j'ai été obligé de demander à quelques magistrats, 2 ou 3, qui étaient là, de pouvoir quitter puisque la sécurité n'est plus assurée. Donc moi, je pense que la situation doit être appréciée de façon globale et posée à toutes les institutions de la République. C'est ce qu'on pense de la justice. C'est vrai que tout le monde aujourd'hui voudrait répondre à ces passages bibliques de la justice élève une nation, mais pour que la justice élève une nation, comme l'a rappelé le président du Conseil supérieur de la magistrature, il faudrait que les acteurs de cette justice soient également élevés par sa propre population. Et en cela, il sera à même de pouvoir élever sa justice. Sans cela, nous allons continuer avec le même reproche, avec les mêmes critiques, et comme l'a dit le bâtonnier, c'est pratiquement systémique. Donc apporter des solutions pour que les choses finalement changent. Je pense que la prochaine invitée de Top Congo devrait être la ministre de la Justice, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire du côté du pouvoir exécutif. Maître Koko Kayudi. Écoutez, je voudrais peut-être relayer ce que M. le procureur vient de dire, mais je ne veux pas revenir sur la question d'une vraie politique publique, il vient de le rappeler. Je voudrais mentionner simplement aussi au niveau des magistrats eux-mêmes, regarder les conditions de recrutement des magistrats, les conditions de travail, les conditions de rémunération. Il me semble qu'il faut également regarder du côté
des dispositions légales qui organisent le signalement, la promotion, finalement la gestion de la carrière du magistrat, parce qu'il faut regarder comment combiner les règles qui existent et les principes d'inamovibilité pour essayer de renforcer, si vous voulez, sur le plan textuel et légal, l'indépendance des magistrats et les mettre en position de dire le droit sans avoir à craindre les pressions ou le dictat des politiques, parce qu'il me semble qu'il y a là une sorte de voile pudique, si vous voulez, qui fait que des magistrats qui n'ont pas suffisamment de courage, et Dieu seul sait si nous n'en avons pas sur cette table, ne soient pas en mesure de s'affranchir finalement de ceux qui, au niveau politique, assurent finalement leur promotion. Des bons magistrats et des magistrats courageux, nous les avons, mais vous remarquerez qu'ils ne sont pas promis cela. Ils sont maintenus à un niveau de carrière tout à fait assez, un niveau de carrière plane, pour ne pas leur permettre par moment d'arriver à des niveaux qui leur permettent effectivement d'insuffler quelque chose de nouveau. Et vous vous rendez compte que si sur 3000 magistrats, nous n'en avons que 4-5, c'est insuffisant pour arriver à faire de notre magistrature un véritable pilier de l'état de droit. Tout à l'heure, j'ai évoqué une question, peut-être que le procureur nous en dira quelque chose. Pourquoi les magistrats ne rendent pas les décisions de justice dans le délai? Pourquoi ne donnent-ils pas les avis dans le délai? Probablement qu'il y a... C'est une question de moyens, monsieur? Oui, mais la réponse est claire. Je veux bien... Vous savez, hier, j'ai encore à rappeler à quelqu'un, Batoni, puisque lorsqu'on parle de la lenteur de l'administration de la justice, on ne voit que les magistrats. Monsieur Christian, assistez aux audiences, vous verrez que ce sont les avocats qui demandent des remises. 15, 25, 30 remises. Lorsqu'il m'arrive parfois de siéger, je suis obligé de faire application du règlement intérieur en demandant au tribunal, en rappelant au tribunal que les affaires sont censées être plaidées à la première audience. Et que les remises, c'est pour juste motif. Mais vous verrez les avocats vous dire, c'est l'affaire de partie. Mais l'affaire de partie conformément aux règles de jeu. Mais Batoni laissé aussi qu'il y a certains juges qui rendent leur jugement dans les délais. Mais il faudrait que les avocats impulsent eux-mêmes la volonté de voir les choses n'est pas traînées par des remises intempestibles. Je remets le micro au bâtonnier. Merci, monsieur le procureur. Je crois que la réponse est un peu insuffisante. Parce que si on en arrive à plus de 10 remises, ça veut dire précisément que le magistrat n'a pas bien fait son travail. Parce qu'il sait que 3 remises, au-delà, il doit appliquer le règlement. C'est aussi cela. Je ne veux pas me disculper de notre responsabilité, mais ma question, c'est une fois que l'affaire est mise en délibéré, vous avez demandé qu'on vous communique un dossier pour avis. Et la loi vous dit 10 jours, 15 jours. Mais pourquoi vous ne donnez pas l'avis dans ces délais-là? C'est là la vraie question. Parce que, monsieur le procureur, ça nous permet, nous tous... Mais Batonier, si vous permettez que... Non, Batonier, je vous précise, je vous dis qu'il y a des condamnations là-dessus. Et j'ai, au jour d'aujourd'hui, quelques magistrats qui ont été interdits pour avoir fait cela. Donc, les problèmes, c'est la publicité. Les problèmes aussi, c'est les calculs des délais. C'est-à-dire même les 15 jours, les 30 jours. Quand est-ce qu'on commence à les compter? Au jour où l'affaire est prise en délibéré ou le jour où les dossiers effectivement transmis et arrivés au parquet? Donc, ce sont des questions d'ordre pratique sur lesquelles, à un moment donné, on doit s'y mettre et régler les problèmes. Tout à fait. Et si vous permettez, monsieur le procureur, pourquoi j'en parle? Parce que nous avons abordé la question de la corruption, vous et moi. Je voulais juste rappeler que le modérateur est en train de faire son micro comme ça. Une manière de dire que... Non, j'ai juste envie de vous rappeler, c'est vrai qu'on est pris par le temps, ouais. Mais j'ai juste aussi envie, et je crois que les téléspectateurs, auditeurs et présents spectateurs, spectateurs, sont d'avis que cela semble devenir de plus en plus intéressant de voir un magistrat et un avocat se prendre la tête en direct. C'est du pain béni. On voit que la justice aussi, la justice judiciaire, puisque c'est vous qui avez utilisé le terme le premier, a aussi quelques problèmes. Et ce n'est pas tout. Le prochain panel, c'est l'économie. Nous avons déjà dans la salle le secrétaire général de l'économie et l'administrateur délégué de la FEC.
quand vous étiez en train de développer et de vous, gentiment et intellectuellement, échanger ses propos sur le fonctionnement de la justice, j'ai vu M. Kimola Bolongué hocher la tête comme pour dire c'est vrai qu'il y a des problèmes. En fait, Christian, il ne faut pas perdre de vue que les acteurs, les gens qui sont toujours devant les juges sont les membres des FEC. Je peux? Donc, c'est avec raison que l'administrateur ne peut hocher la tête pour dire que non, je comprends la misère de mes membres. Ouais. Mais une chose qui reste vraie, d'abord, il faut que nos amis qui nous suivent de partout ne puissent pas rester dans la confusion. C'est que lorsqu'on parle de remise des causes, on ne parle pas de remise des causes après avoir pris affaire en délibéré. Le bâtonnier Koko Kayudi a posé un problème. Pourquoi les juges ne rendent pas leurs décisions dans les délais? La réponse du procureur est allée avant les délibérés, alors que la réponse devait être après les délibérés. Pourquoi dans les 30 jours donnés par la loi, les juges ne se prononcent pas? Dans les 30 jours de la loi, il n'y a pas d'avocat pour remettre la cause. Non, écoutez. Attendez, monsieur le procureur. Monsieur le procureur, je vais vous mettre à l'aise. Oui, mais puisque j'ai 3 avocats. Maître Koko Kayudi. Il y a 3 avocats là. Maître Koko Kayudi et Maître Willy Wenga. Ça va être. Monsieur le procureur, oui. Ça va être une première sur Top Congo. Oui. Même maître, je vais même retirer la parole à maître Willy Wenga. Oui. Sur ce coup, parce que vous allez devoir vous défendre sur cette question. Oui. Et on va arriver à la conclusion avec maître Georges Kapiamba. Oui. Parce qu'on malheureusement doit conclure. C'est très intéressant ce que l'on voit. On se rend bien compte que la justice a d'énormes problèmes et que la justice judiciaire peut aussi... bon, enfin, il y a sûrement peut-être aussi derrière, de manière sous-jacente, je sais que le procureur va avoir l'impression d'avoir un 3e avocat contre lui. Il y a sûrement derrière ça aussi des conditions de vie. Membre de la FEC. Et la corruption. Et la corruption. Mais à tout cela, que répondez-vous? En fait, vous savez, je n'ai pas peur de cette notion-là, puisqu'elle existe. Cette pratique-là, honteuse, existe. Donc, je répète ce que j'ai dit tantôt, c'est que c'est l'affaire de tout le monde. Nous devons tous nous investir pour pouvoir éradiquer ces mal. Au niveau de mon syndicat, c'est le travail que nous sommes en train de faire. Vous savez, la corruption... elle est avilissante. Elle vous diminue. Puisque vous prenez la corruption, mais en fait, celui qui vous a corrompu n'a aucune considération à votre égard. Et moi, j'ai toujours dit à ceux qui m'approchent, c'est que la corruption, c'est du poison. Et si j'aime ma famille et mes enfants, je n'amène pas du poison chez moi à la maison. Donc, tous, nous devons nous battre pour que ces mal nommés corruption soient totalement éradiquer. Alors, mais pour répondre à la question telle que soulevée par Maître Willy Wenga, la question, ce n'est pas la sanction par rapport au retard dans le prononcé, mais ce qu'on reproche à la justice de manière générale, c'est la lenteur. Et ma réaction, c'est par rapport à la lenteur. Ce n'est pas par rapport simplement à cette question. Autant que les magistrats prennent le temps pour pouvoir prononcer, autant également les remises intempestibles, parfois dilatoires, sont également un élément extrêmement important qui freine une bonne administration de la justice dans le temps. Merci beaucoup, monsieur le procureur de la République, Moïse Sofa. Merci beaucoup, maître Koko Kayudi. Merci beaucoup, maître Willy Wenga. Oui, peut-être, vous voulez une dernière petite intervention, maître Koko Kayudi? Oui, très rapidement. Oui. Rappeler simplement que les barreaux, le bâtonnier national a signé une circulaire pour demander à chaque barreau de créer en son sein une commission de lutte contre la corruption, pour vous dire qu'on est tout à fait impliqué sur cette question et inviter nos concitoyens à éviter de recourir aux avocats pour transporter ces mallettes. Je voudrais également rappeler qu'il y a un besoin, si vous voulez, pour les bureaux de consultation gratuites qui sont organisés au niveau des barreaux, il y a lieu de penser pour l'État à une subvention. Et enfin, je rappelle la grande problématique de l'aide juridictionnelle et de l'aide légale. C'est important de pouvoir discuter de ces questions, notamment dans le cadre du budget de l'État,
pour arriver effectivement à faciliter la question de l'accès à la justice. Et je pense qu'il y a là un véritable point sur lequel, évidemment, avocats, magistrats, barreaux et pouvoirs publics devions travailler pour permettre effectivement de contribuer à l'édification de l'état de droit. Merci beaucoup, merci à tous. On arrive à la fin de ce panel. J'aurais bien voulu donner la parole au président de l'association congolaise pour l'accès à la justice, maître Georges Kapamba, mais vient de nous rejoindre monsieur Jean-Pierre Moukolo. Jean-Paul Moukolo, pardon. Il est le procureur général près de la Cour constitutionnelle. En termes de magistrature, il n'y a pas plus haut. Alors, vous avez peut-être suivi ce débat dans la voiture. Vous avez sûrement entendu tout ce qu'on a dit, aussi bien au niveau des magistrats que des avocats. Maintenant, on voudrait avec vous tirer cette conclusion. La question c'était, je la rappelle, la question de ce débat c'était justice congolaise et état de droit, est-ce possible? Au regard de tout ce qui a été dit, vous nous aviez déjà fait l'honneur de répondre à une précédente invitation avec l'agence de APLC contre la corruption. Est-ce que quand on parle d'état de droit au Congo, on ne parle pas juste d'un rêve inaccessible? Merci beaucoup. Non, je vous remercie Christian pour m'avoir une fois encore invité. Mais comprenez qu'au lendemain des assises de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature, il était difficile pour moi de me dégager de responsabilités que j'avais, surtout que je n'ai été informé de l'atelier que hier. C'était difficile quand même que je puisse me dégager. Mais j'aime Top Congo. J'aime les émissions que vous organisez. J'ai fait tout pour dégager ne fût-ce que quelques minutes. Et dans la voiture, j'ai suivi le débat entre le bâtonnier du barreau de Matete, mon jeune Kayoudi, ainsi que Metwenga. J'ai suivi les autres. Je suis content de cela. Je les remercie parce qu'il faut un effort pour avancer, pour faire avancer le droit et la justice dans notre pays. À chaud, je dis que nous ne devons pas rêver, mais nous devons croire que les changements entre humains sont possibles. On ne peut pas évoluer dans une société si les gens ne peuvent pas changer dans le sens positif leur mentalité. Je suis moi-même dans la carrière depuis plus de 35 ans aujourd'hui. Je crois que ce que nous avons connu hier, ce n'est pas ce que nous connaissons aujourd'hui en termes de l'évolution de la protection des droits de l'homme. Je crois que les organisations existent aujourd'hui davantage et elles ont plus de liberté. Et il y a beaucoup plus de liberté d'expression. Il y a moins d'arrestations des journalistes. Puisque pour parler notamment de cela. Alors, nous venons de terminer un atelier où nous décidons de recruter 3000 magistrats. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de recensement, les statistiques, je ne connais pas si nous sommes 70 millions d'habitants, 80, 90, 100, je ne sais pas, je ne sais pas le confirmer. Mais nous avons 2730 magistrats sur toute l'étendue du pays, civils comme militaires. Nous n'avons que 2730. Alors voyez-vous, pour une population de plus de 80 millions d'habitants, 2700 magistrats, civils et militaires, c'est insuffisant. Le dernier recrutement, nous l'avons fait en 2010. Et nous pensons qu'avec ce nouveau recrutement, pour lequel le gouvernement de la République a déjà débloqué les fonds, nous commençons ce recrutement au mois d'août et nous pensons que nous aurons de nouveaux magistrats qui, avec une nouvelle mentalité, avec une volonté de rendre une justice, nous pourrons changer la donne. Nous croyons. Avec de nouvelles conditions aussi, parce que c'est ça le problème. En termes de conditions, je crois que les conditions ont été sensiblement améliorées.
et nous continuons à les améliorer. J'en donne pour preuve que hier, quand j'ai commencé ma carrière, le premier salaire que j'avais touché était de 25 zaïres, l'équivalent de 12 $. Il y a combien de temps? 35 ans déjà. 35 ans. Voilà. 12 $ il y a 35 ans. Oui. Aujourd'hui, je ne pense pas que c'est un secret. Je le dis, je suis toujours franc. Le salaire du débutant est de 2 240 000 francs. Ce qui fait 1120 $. Tout de 1120 $. Mais lorsque je terminais mes fonctions comme procureur général près la cour d'appel, il n'y a pas longtemps non plus, le salaire que j'ai touché, le dernier salaire que j'avais touché, était de 1 100 000 francs. Procureur général près la cour d'appel. Il y a 5 ans. Moins de 600 $. Il y a 5 ans. Oh, le taux, à les 1000 $, on va dire à l'époque. Il y a 5 ans. Donc ça va mieux. Ça va mieux parce que de 1 million que j'avais, aujourd'hui, ils ont 3 800 000. Le procureur général, 1 900 $. Voilà. Donc, nous avons fait un effort dans les 3 années. On a réussi à atteindre ce chiffre-là. Et ce n'est pas la fin. Le gouvernement de la République fait un effort pour que ceux que nous allons engager d'ici la fin de l'année, qu'ils aient un salaire qui leur permette de travailler dans de bonnes conditions. Ce n'est pas le luxe. Le magistrat, comme l'agent de l'État, comme le fonctionnaire, n'a pas la prétention d'être riche. C'est un fonctionnaire, c'est un agent de l'État, et on ne vient pas dans l'État pour s'enrichir. Un agent de l'État, il doit vivre modestement, mais bien vivre. C'est ce que nous sommes en train de travailler pour atteindre cela. Alors maintenant, sur la question de l'état de droit, avec la justice, je crois que les artisans de l'état de droit, ce sont les magistrats, les avocats, et nous croyons qu'avec le concours de la société civile qui nous critique, nous y arriverons. Et nous sommes en train d'y arriver. Toutes les critiques de la société civile, nous les acceptons. Mais pourvu qu'il s'agisse de critiques constructives. Hier, j'ai appelé le ministre de l'Information. Il regardait la télévision comme moi. Quelqu'un, sur la chaîne nationale, déclare que voilà ces magistrats, ils reçoivent chaque année 1 250 000 $ pour l'organisation de leurs assises, mais la justice ne marche pas. Je m'inscris en faux contre ce genre de déclaration. J'ai dit au ministre, voilà, pourquoi quelqu'un peut passer à la télévision et faire de telles déclarations pour décourager les magistrats qui déploient des efforts surhumains. Vous n'avez pas l'idée de ce que c'est qu'être magistrat à l'intérieur du pays, dans les villages. Mais nous rapprochons la justice du justiciable. C'est vrai que tout n'est pas parfait. Il y a des magistrats qui sont corrompus et lors de ces assises, on a cité un groupe de magistrats, une quarantaine qui vont être révoqués. Et c'est l'Assemblée générale qui vient de décider. Beaucoup d'autres ne connaîtront pas de promotion. C'est l'Assemblée générale qui vient de décider. La commission de discipline a travaillé. Il y a des sanctions que nous prenons à l'endroit des magistrats et beaucoup de sanctions. Donc, d'un côté, il y a la sanction négative. De l'autre côté, il y a la sanction positive pour ceux qui travaillent bien. Et nous pensons que ce n'est pas seulement les questions financières qui vont aider à ce que les gens puissent améliorer le travail, mais c'est plutôt cette volonté-là de faire le bien, de vouloir travailler pour le bien, de vouloir travailler pour une justice équitable. Parce que quand on n'a pas reçu une bonne éducation de base, quand on n'a pas reçu une éducation à l'école, quand on n'a pas reçu une éducation dans l'environnement dans lequel on évolue, même si on a des millions, on ne pourra pas rendre une bonne justice. Mais nous pensons qu'avec le concours des uns et des autres, nous ferons un travail qui permettra que demain, les choses s'améliorent au mieux. Et je crois que, comme je l'ai dit, les droits de l'homme dans ce pays
On est en train d'en assurer une protection progressive, une protection effective. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Alors je vais me lever et je vais vous dire merci. Monsieur Edmond Issofar, président du syndicat autonome des magistrats, procureur de la République, Matete, hein, c'est ça? Gombe, oh là, j'y arriverai. Maître Koko Kayodi, barreau, bâtonnier au barreau de Kinshasa Gombe. Matete, oh là, merci. Le journaliste doit les connaître. Oui, je connais très bien, oui, ça, lui, ça. Maître Georges Kapiamba, président de la CAJ, Association congolaise de l'accès à la justice, merci. Monsieur le procureur général près de la Cour constitutionnelle, Jean-Paul Moukolo, merci d'être venu, merci d'être toujours disponible. C'est la première fois pour vous, Maître Koko Kayodi, mais comme l'a dit, j'ai eu un peu honte, le procureur général. C'est vraiment à pied levé qu'on vous a appelé. Et votre présence ici participe de la volonté des magistrats, en tout cas, et des avocats. C'est comme ça que nous le recevons, tout comme celle de Top Congo, de faire en sorte que le pays aille mieux. Cette justice peut... On dit la justice élève une nation, et on se rend bien compte au Congo, parce que cette justice a encore beaucoup de tares, excusez-moi de le dire comme ça, et que tant que ces tares subsisteront, le décollage de la République démocratique du Congo sera difficile. Vous nous avez expliqué, on vous a un peu compris, on espère que ça va vraiment évoluer, mais vous pouvez être sûr de la participation de votre radio, la Fréquence Utile, qui, je rappelle, commémore aujourd'hui ou fête ou célèbre son 19e anniversaire, pour vous accompagner dans le changement vers l'état de droit de cette justice. Merci à vous d'être venus. Merci à vous, chers auditeurs. On va pas marquer de petite pause. Sans transition, on va passer au panel suivant. Après la justice, l'économie. On a beaucoup parlé lors de l'élection présidentielle française. C'était un sujet qui était très porté par le Rassemblement national du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat du Congolais qui est en train de fondre comme beurre ou neige au soleil. Qu'est-ce que le gouvernement fait? Il n'y a pas que le gouvernement, qu'est-ce qu'aussi le patronat fait pour que le pays sort peut-être pas indemne, mais moins blessé après la crise Covid, après la crise de l'Ukraine? On va prendre un exemple bien particulier, celui du prix des produits pétroliers, prix des produits pétroliers qui profitent à l'État, qui prélèvent des taxes, mais aussi qui profitent, c'est normal, aux pétroliers, qui sont les uns du gouvernement, les autres de la Fédération des entreprises de Congo. Et pour parler de cette économie, aujourd'hui, nous allons recevoir le secrétaire général du ministère de l'économie, M. Célestin Tuité, ainsi que l'administrateur délégué de la Fédération des entreprises du Congo, M. Kimona Bolongue, qui nous ont fait l'honneur aujourd'hui ici à la salle Chaubeuse pour le 19e anniversaire de Top Congo, encore une fois, de répondre à notre invitation. Merci à vous, chers éminents juristes. Merci de votre participation. Et je vous demande à vous, salle, de les applaudir parce que, au pied levé et ainsi, sachant toutes les tâches qui sont les vôtres, étant bien conscient des responsabilités qui sont les vôtres, il n'était pas chose aisée de venir répondre à nos questions. Alors 11h30, Thierry Makambo échangé, hein? Makambo échangé pour Toyo Kibinoba auditeur, 11h30, 13h30, 2h d'émission des ordres. Ozala Kit, Ozali Pet, Ozala Kakanabino. 085 210 11 11.